cette forêt. Quelle est la connexion que tu fais avec cette expo? En fait, c'est vrai que j'ai pas conçu les pièces en fonction de l'expo. Ce qui est assez inhabituel aussi, parce que d'habitude, même par rapport à l'accrochage, j'ai tendance à préparer tout, à faire des petites simulations, Photoshop sur chaque mur, etc. Donc la vidéo n'a rien à voir avec ce travail non. sur... Non, de même que la série qui est là, de même que la série qui est au-dessus. Voilà, c'est des œuvres un peu disparates. Moi, ça m'importait notamment de montrer la petite série qui est ici. C'est un travail qui s'appelle Heaven. Alors bon, ici, c'est juste une mise en bouche, je dirais. C'est vraiment juste un extrait de ce travail. Mais celui-là, il est vraiment dans le prolongement de cette hygiène photographique, hygiène du regard dont je parlais. Donc c'est vraiment une combinaison d'images que je fais un peu partout, au jour le jour, qui n'ont pas de lien thématique, qui ont plus, je dirais, des liens formels, mais qui développent cet univers. C'est toujours des petits moments de vie, je veux dire là, je pense que c'était à Londres, à mon avis c'était pas un anglais, il parlait pas très bien l'anglais, j'ai essayé de lui demander s'il voulait bien s'arrêter de jongler, mais je pense qu'il comprenait pas trop ce que je lui disais. Et il pensait que je voulais le prendre en photo en train de jongler, et donc il continuait, mais visiblement il était un peu embêté. Et il rate son coup, et ça c'est le fruit du hasard, c'est juste le moment où il rattrape la flamme au lieu de rattraper le danger. Enfin voilà, chaque image a un peu sa petite histoire, mais c'est vrai qu'il y a toujours une forme très introspective, en tout cas dans les portraits et dans les images qui ont leur propre onirisme. Elle renvoie plus à des images mentales, et c'est vrai que je trouve qu'il y a quelque chose qui, dans ces portraits, au-delà de leur aspect très en prise avec le réel, ça renvoie quand même toujours à une forme d'onirisme, de voyage mental, etc. Et donc voilà, ça constitue un petit peu l'origine de ma photographie. C'est comme une installation, chaque image fonctionne séparément, mais voilà. Elle constitue un ensemble. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment le prolongement dans la démarche de ce que je faisais à l'époque de Nage Libre, c'est-à-dire une photographie du quotidien. Mais je me doutais bien que ça ne suffirait pas, entre guillemets, ou en tout cas, je trouvais que c'était intéressant de confronter cette distance qu'il y a avec le réel, avec quelque chose qui soit fort en prise avec le réel, mais qui traite de ces mêmes tensions entre ces utopies et les contraintes du réel. Et je trouvais que la vidéo, par rapport à ça, cette vidéo-là, était assez symptomatique. Donc on voit, c'est un dispositif très simple, donc c'est un plan fixe sur le ciel. Donc j'ai veillé à ce qu'on ne voit rien du système d'accroche ou du sol ou des arbres, donc on a vraiment juste des nuages et du ciel. Et j'ai inversé donc un saut à l'élastique, donc c'est-à-dire que la personne monte vers le ciel, mais qu'elle est toujours retirée vers le bas. Et donc c'est cette quête d'absolu qui n'est jamais possible, puis qu'à la fin il s'arrête à un état intermédiaire où il se retrouve prisonnier dans ce ciel finalement, dans ce grand tout. Voilà. Une métaphore. Voilà. Et donc ces mines, pour s'étendre, ont acheté la société qui gère ces mines, qui s'appelle RWE, qui est le deuxième plus grand producteur d'énergie en Allemagne, détient quasiment toute la région, en tout cas au niveau du sol et du sous-sol. Et pour pouvoir continuer l'exploitation, ils sont obligés d'exproprier des villages entiers, ils détournent des autoroutes. Comme je dis, ils redescendent des nappes phréatiques, donc c'est vraiment un impact sur le paysage et l'environnement qui est énorme. Et par ailleurs, ils sont en train de détruire ce qui reste d'une des dernières grandes forêts de cette région d'Allemagne, qui, depuis mai 2012, est squattée par ces activistes. Okay. En tout cas, c'est vrai que je garde avec la tradition photographique un lien qui est fort et qui ne veut pas se plier entre guillemets au code de l'art contemporain.
C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai plus d'affinité avec des photographes documentaires américains comme Joel Sternfeld, qui lui aussi a développé des travaux documentaires d'une part, mais aussi, comme moi, une pratique vraiment de la photographie où cette pratique de la photographie est au cœur et elle précède l'idée. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je suis assez attaché et qui renvoie à cette histoire à la fois parallèle et en même temps avec de plus en plus de croisements de la photographie et de l'art contemporain, qui ont des histoires quand même, évidemment, qui se recroisent, mais il n'y a rien à faire, qui reste quand même avec des spécificités chacune. Ça, c'est un travail qui est déjà un tout petit peu plus ancien, en tout cas que j'ai commencé un peu plus longtemps. Comment dire Quelle est la technique d'abord? Parle-moi de... C'est un peu mixte, comme toujours chez moi, toutes les séries ont des techniques assez mixtes. Beaucoup de prises de vue argentiques quand même, mais qui sont rescannées puis retravaillées. Et en fait, le point de départ de cette série, que j'ai exposé une première fois en 2011 au musée de la photo d'Anvers, qui avait obtenu un prix. Ça m'a surpris, quoi, parce que c'est un travail que pour moi, je n'ai pas encore tout à fait abouti, qui est encore vraiment dans une phase fort expérimentale. Cette photo-ci, par exemple. Voilà, et alors, ça c'était un peu le point de départ du travail. C'était une série que j'avais fait sur le mont Snowdon, qui est le sommet de l'Angleterre, en gros. Et on envoie des touristes là-bas pour aller voir la plus belle vue sur toute l'Angleterre. Sauf que souvent c'est noyé vraiment dans un brouillard où on ne voit pas à 2 mètres. Quoi. Et parfois, quand il y a un petit vent, on voit alors des silhouettes se dessiner. J'ai trouvé ça d'une beauté inouïe. Donc j'ai mitraillé, j'ai vraiment fait plein de photos là-bas. Et je me suis retrouvé avec une série de négatifs où, quand on les regarde à la lumière, on voit quasiment rien. Et donc, ça a été tout un travail au scan d'aller vraiment rechercher le détail dans la visible, quelque part. Et donc, voilà, j'ai commencé une réflexion là-dessus sur l'image altérée, les limites du visible et de l'invisible. Et au départ de cette petite série, cette image-là aussi en fait partie. J'ai commencé à faire des associations en me disant que ce rapport à l'altération du regard, c'est aussi propre aux questions de mémoire. Et donc, voilà, après c'est nouveau, un peu comme la série qui est en bas, la série Evan, c'est des associations assez libres, assez formelles, mais où toujours, soit elles sont amenées vraiment dans des tonalités très foncées, soit dans une perte de détail qui est liée au brume ou au clarté que j'essaie de travailler. Après, c'est vraiment dans Photoshop que je développe ces tonalités particulières. Donc c'est de la photo, on dirait de la peinture, quelque part. Hein. Mais il y a vraiment un travail sur les couleurs, notamment ce blanc. Ce blanc. C'est ça qui m'intéressait. J'essayais de trouver une teinte qu'on ne puisse pas nommer dans les blancs. Et effectivement, tout le monde y voit un peu une teinte différente. Il y en a qui voient ça comme du vert, d'autres qui voient ça comme du jaune, comme du bleu. En tout cas, il y a une difficulté à nommer les choses. Et voilà, moi ça m'intéressait. Et donc, en même temps, voilà, ça unifie totalement la série. Mais comme je dis, et j'ai encore été surpris lors du vernissage, c'est une série qui rencontre un fort engouement du public, qui effectivement elle est assez esthétisante, et je pense qu'elle est assez séduisante au premier abord.
Mais pour moi, c'est le travail sans doute le moins abouti ici dans. Celle-ci, dans parle-moi un peu de l'exposition. cette petite photo qui est... C'est une photo souvenir. Ça m'intéressait aussi d'amener vraiment des photos souvenirs, puisque voilà, la question de la mémoire est aussi traitée. C'était lors d'un voyage, mais en même temps, ça me rappelait ces petites images qu'il y avait chez mes grands-parents, petites images avec un rapport à la religion, aux moutons égarés, etc., etc. Et donc voilà, c'est fort lié à une iconographie personnelle de l'histoire Religieuse. familiale et en même temps, voilà, que tout le monde a connu religieuse. chez ses grands-parents notamment. Voilà. Donc Marc Wendelski, vous êtes toujours en recherche d'une galerie. Non, Donc, pas spécialement. Je ne cherche pas. Je ne cherche pas spécialement une galerie. C'est vrai que moi j'ai la chance entre guillemets. C'est une chance et une contrainte d'avoir un travail rémunéré et qui me permettent dans une certaine mesure de travailler de manière tout à fait indépendante. Bon voilà, ici j'ai dû quand même un peu aménager mon horaire parce que le travail sur les mines d'Ambark nécessitait quand même une disponibilité qui est tout autre que ce que je fais d'habitude. Donc voilà, là il a fallu un peu aménager les choses, mais voilà, cette liberté-là, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je tiens encore assez bien. Voilà, sans animosité vis-à-vis du marché de l'art, mais je veux dire, j'en ai pas besoin. Donc, ça me laisse effectivement les coups des franges pour travailler comme je l'entends. Pour changer de style. Pour changer de style, voilà. Chose à laquelle, évidemment, je suis fort attaché, ça se voit fort dans l'exposition. Je pense que ça a dû en perturber l'un ou l'autre, en tout cas, c'est les échos que j'en ai eus. Voilà, entre les choix, certains choix entre des démarches ne sont peut-être pas faits. Moi, ça me plaît évidemment de ne pas être dans ces choix, mais parce que je vois bien moi, la cohérence qu'il y a entre toutes ces images, mais je peux comprendre que pour le public, ce soit un peu désarçonnant. Toutes ces images te correspondent, quoi, finalement. Voilà, tu es multiple et tu le montres. Voilà. Et puis c'est vrai que j'aime bien expérimenter des nouvelles choses. Et peut-être pour revenir à ta première question, le challenge de l'exposition, c'est effectivement une exposition, c'est toujours un moment important, mais c'est aussi une manière de se forcer à se remettre en mouvement, à repenser sa photographie, à se relancer sur des nouveaux projets. Et c'est peut-être plus ça qui est important, c'est que j'ai pu mener à bien ce nouveau projet documentaire, plus voilà, concrétiser certains tirages, certaines images. Mais en tout cas, moi, c'est des choses qui me permettent vraiment de me remettre en mouvement. Et bon, c'est très bien qu'il y ait un événement autour, mais c'est quand même dans la pratique que j'existe le mieux, quoi. C'est bien qu'il existe ce genre de lieu, justement, pour permettre à l'expérimental de s'exprimer. Oui, tout à fait. Et qu'à Liège, aujourd'hui, il n'y a plus tellement de lieux semblables qui permettent aux artistes... Voilà, oui, ça c'est tout à... Effectivement, il y a un système de fonctionnement, évidemment, avec tous les parrainages qui est assez génial ici. Comment ça se passe en réalité encore Donc il y a des parrains. C'est ça. Donc, les parrains achètent... donc les parrains s'engagent au début d'un cycle inversé. Il faudrait demander une certaine somme tous les mois. Et toutes ces sommes rassemblées permettent de financer la production de chacune des expositions de tous les artistes. Et à la fin de chaque exposition, chaque parrain reçoit une œuvre qui, indépendamment, ne lui revient pas très très cher, mais qui ne peut pas se permettre de choisir, entre guillemets, ou voilà, il fait une réelle confiance au programmateur. Donc c'est vraiment tout un esprit, effectivement, c'est ça qui est un peu inquiétant dans la disparition, j'espère que ça ne va pas réellement disparaître, le bâtiment en tout cas, mais j'espère que l'association restera, parce qu'au-delà du lieu d'exposition, c'est vraiment un esprit, c'est vraiment une politique de défense des artistes dans les phases d'expérimentation qui n'ont pas souvent l'occasion de pouvoir mettre en œuvre, en dehors effectivement des résidences, des bourses, etc., mais qui nécessitent quand même
c'est une autre dynamique, une autre démarche qui est toujours dans la concurrence. Ici, on a vraiment une liberté qui est vraiment très précieuse et qui permet de mener à bien des projets comme ça. Donc c'est vraiment remarquable, quoi. Donc je croise les doigts pour que quelque chose puisse continuer à exister de cet ordre-là. Oui, la production est très importante dans la mise sur pied d'une exposition. Par exemple, ici, il y a le tirage, les encadrements. Oui, ça monte vite, hein, effectivement. Donc ici, il y a un pot commun. Donc, après, il est redispatché de manière équitable à tous les artistes. Mais ici, j'ai bénéficié, je ne dis pas de bêtises, de presque 4 000 € de production. Donc, j'ai jamais eu ça avant, même en gagnant des prix. Parfois, ça donne un petit coup de pouce, mais une production comme celle-là, avec cette liberté-là, et en plus, je veux dire, un lieu d'exposition qui a vraiment une âme, qui a vraiment un beau potentiel après, c'est très, très enthousiasmant. Voilà, ça pousse vraiment à se donner et à amener quelque chose. Qu'est-ce que ça te fait d'être le dernier, pratiquement, à l'exploiter, ce lieu, au niveau... Je ne l'avais pas du tout anticipé. J'aurais préféré pas. J'aurais préféré ne pas être le dernier. Bon, après, le projet s'est mené, je pense vraiment, comme avec tous les autres. J'ai pas vraiment senti les conséquences de cette fin programmée, mais voilà, oui, c'est un peu... ces sensations un peu particulières, effectivement, de se dire qu'après moi, il y aura personne ne va venir ici, en tout cas pour des expos personnels. Mais je ne désespère pas de voir un lieu réouvrir prochainement avec des forces vives, prêtes à le porter, dans les mêmes conditions, avec un esprit aussi... À Liège. J'espère, oui. J'espère. Ok.